Alors, voilà, zoom, ok. Bon, 3, 2, 1. Hey les amis, on se retrouve pour un podcast sur les D20. Alors est-ce que vous savez que les D20, elles sont utilisées pour... Non mais vraiment, faire des podcasts. Mais oui, post-blow, pour les post-blow. Les post... tu sais... Post-blow, 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 Dégage. post-blow. Si dans le jeu de rôle il est différent au niveau d'application des règles, et si ceux-ci dépendent grandement du MJ qui masterise la séance, dans le cas des jeux édités et publiés, un guide clair place souvent la différence entre narration et règles, entre histoire et jeu. Mais si une frontière assez définie existe pour ce type de jeu, justement, puis des jeux plus artisanaux, j'ai envie de dire, qu'il s'agisse de votre univers ou d'une volonté d'adapter un univers existant mais pour lequel il n'existe pas de système de règles, il s'agit d'une réflexion plutôt importante et intéressante aussi à avoir. Mais si s'extraire du cadre et des codes qui y sont placés peuvent s'avérer attractifs, intéressants, ce peut être déroutant ou impraticable avec des joueurs expérimentés, alors qu'un ensemble de règles complexes perdra un joueur novice. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'emprunter une réflexion commune, non dans le but d'une énième relecture de l'importance des règles dans les jeux de rôle, mais bien dans le but d'une visée concrète, réfléchir à quel point il faut mettre les règles au service de l'histoire. Bah ouais, mais t'as fait 3 échecs critiques à la suite. J'y peux quoi? On va jouer aux Sims. Tout d'abord, il y a une question d'ordre général sur laquelle il faut statuer. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une règle? Prescription générale établie par un individu ou un groupe décrivant une ligne de conduite morale, physique, sociétale à respecter dans le but d'avoir une conduite le plus souvent non déstructurante du cadre. Derrière cette phrase complexe se cache en réalité quelque chose de très simple. C'est un groupe de consignes mises en place par le MJ et acceptées tacitement par les joueurs la plupart du temps, à but de cadrer le récit, pour garder une cohérence avec l'univers, pour garder une cohérence avec les autres joueurs, qu'ils aient des limites à leurs actions. Mais toutes les règles sont-elles réellement bénéfiques? Il est des situations où elles entravent l'histoire concrètement. Et je ne parle pas ici d'empêcher une trame, ce qui est souvent logique, mais bien toutes les trames, ou bien ralentissent le récit également. Et on souhaiterait des fois qu'elles n'eussent point été. Aussi, ici, je ne vais pas vous dire qu'il faut mettre des règles ou qu'il ne faut pas en mettre. Ce qu'on va voir, c'est les raisons qu'on peut avoir à en mettre, les raisons qu'on peut avoir à ne pas en mettre, et aussi quelques moyens de, des fois, contourner les règles quand il y en a qui posent beaucoup trop de problèmes. Le but étant non pas que vous suiviez ce que j'ai à vous dire, mais bien que vous vous forgiez une propre opinion. Voyez ça comme un ensemble d'arguments que vous pouvez utiliser pour défendre l'une ou l'autre des techniques et ainsi forger ce qui vous convient le mieux, le cadre dans lequel vous serez le plus à l'aise et vos joueurs pourront s'exprimer. Mais au final, un JDR sans règles l'est-il vraiment? Oui et non, parce que justement, comme on l'a vu juste avant, il y a les règles du monde qui rentrent quand même en jeu. Les règles de votre univers, les règles de vos cités, vos règles physiques, magiques, quoi que ce soit que vous ayez mis dans votre univers. Bien, ça reste tout de même des règles en un sens. Aussi, donc pour tout le reste de ce développement, quand je parlerai de règles, je ne ferai pas référence à ce point, mais je ferai bien référence aux règles dites du jeu, donc les manières de gérer les réussites-échecs, les manières de déterminer que c'est une réussite ou un échec, et toutes les choses qui vont avec. Bref, la partie jeu dans jeu de rôle. Alors, pourquoi ne pas avoir de règles? D'un côté, ça nous permet de gérer beaucoup plus à la raison les choses. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est des choses qu'on ne peut difficilement louper. Et alors je rentre dans la pièce, et du coup j'observe les alentours. Ok, donc face à toi, tu as un type avec un peu d'embonpoint, ça te semble être le bourreau de la ville. On te l'a décrit comme tel du moins, il a un fouet complètement délavé à son côté, et il s'avance vers toi, menaçant. Qu'est-ce que tu fais? Il est de petite taille, donc techniquement tu as l'avantage de la taille. Je l'intimide et je mets en garde. Ok, il le prend très mal et il commence à attraper son fouet, mais celui-ci tombe à terre. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de l'assommer avec la garde, le pommeau de mon épée. Vas-y, fais-moi ton test. Ok, donc on va dire que en fait, quand il s'est penché pour ramasser son fouet, du coup, tu as loupé ton attaque avec ton pommeau, et donc du coup, tu es parti un petit peu sur le côté. Voilà. Bon, il a quand même du mal à se relever, à ramasser le fouet. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Bah du coup, je retente mon attaque parce que... Ok, vas-y, refais-moi ton jet. Oh, ouais. Alors,
quand même, tu peux pas avoir aussi peu de chance. Enfin, je veux dire. Eh. Donc, il a vraiment du mal. Hein. Mais toi, tu glisses sur le pavé à côté de lui. Enfin, t'es là, t'es complètement désemparé, mais tu peux encore avoir le droit à une action avant qu'il tente son fouet vers toi et qu'il t'attrape. Ok, je tente le croche-pied. Ok, vas-y. J'ai critique. Bon, bah du coup, tu glisses, tu tombes et tu te cognes la tête contre le pavé, donc du coup, bah, tu t'abîmes les cervicales. Voilà. Je peux pas faire Mais c'est la première salle! Ne pas mettre de règles permet de contrebalancer ça par un « tu l'as vu, voilà, c'est arrivé devant toi, tu y as prêté instantanément attention, il s'est passé ça ». Alors que bah, si jamais il fait un échec critique, selon les règles, vous êtes obligé de dire qu'il a échoué, et même mettre peut-être une circonstance aggravante. Ça permet également des fois de ne pas entraver le scénario. En effet, il arrive des situations, et là je parle bien de situations où ce n'est pas un pan du scénario qui est bloqué, mais tous les pans du scénario qui sont bloqués. Par exemple, trop d'échecs dans Oblafaya ont amené nos fameux joueurs à se suicider parce que j'ai joué au final la vie d'un des PNJ au dé, un des PNJ qui était leur guide, le seul moyen de survie qu'ils avaient à ce moment-là. Et vous vous trouvez, bah, penser que de toute façon, plus rien n'a de sens, plus rien n'a d'intérêt, plus rien n'a de possibilité de vous sauver désormais. Et bah, vous venez à penser que peut-être, au final, le suicide, c'est pas si mal. Bref, là, en vrai, une pensée extrêmement joyeuse. Et du coup, devant cette scène d'une violence horrible, 2 des PJ ont décidé de se suicider. Ils ont joué ça au jet. Et ils ont décidé de le faire parce que la situation était beaucoup trop désespérée, mais rendue désespérée à cause de jets de dés malencontreux et pas à cause de l'environnement en tant que tel. Ça permet également, d'un autre côté, de ne pas avoir de déséquilibre insoupçonné, j'ai envie de dire, entre des situations et ce qu'il se passe réellement. Combien de fois est-ce arrivé qu'au dé, vous jouiez la vie d'un personnage clé, un personnage très important, peut-être même votre boss de fin de campagne, qu'ils échouent lamentablement à toutes ces actions alors que les PJ arrivent et le tuent dès le tout début, ou bien alors que les PJ, face à une situation qu'ils devraient pourtant maîtriser, une bagarre d'ivrogne dans un bar, échouent tous lamentablement. Certes, ça peut être amusant à faire 1 ou 2 fois, de temps en temps, mais quand ça devient répétitif, que les situations les plus simples se soldent par les échecs les plus cuisants, et réciproquement, le jeu peut perdre de sa saveur au bout d'un certain temps pour les joueurs comme pour vous en tant que MJ. Aussi, des fois, jouer certaines scènes avec moins de jets, ou alors faire que ce soit seulement certaines actions qui soient jouées au jet et que les autres soient scriptées, implique nécessairement que vous soyez plus proche de ce que vous, en tant que MJ, avez décidé de la scène. Bien évidemment, le problème, c'est que ça ne rajoute pas cette dose d'aléatoire que les jets amènent. L'aléatoire qui, on le rappelle, fait quand même partie de la vie, même si on peut considérer qu'il n'y a pas de destin, quelles que soient vos croyances. On peut considérer qu'il n'y a pas de destin, on peut considérer qu'il n'y a pas de ceci, de cela. Il faut quand même se dire que l'intégralité des interactions entre humains qui génèrent cette société dans laquelle on est, la manière la plus simple de la transcrire reste l'aléatoire si on ne veut pas avoir à gérer les pensées et émotions de chacun des joueurs vivant à l'intérieur de son monde. Aussi, l'aléatoire est une très bonne manière de gérer ça, et ça peut être la raison à laquelle on maître. Pourtant, se passer de règles au sens strict de celle-ci permet tout simplement d'éviter certaines situations, permet d'initier les joueurs au jeu de rôle. Et quand vous êtes face à une personne qui n'en a encore jamais fait, n'allez pas spécialement directement lui présenter le système de jeu de Donjons et Dragons, parlez-lui plutôt simplement d'une situation banale et demandez-lui qu'est-ce qu'il fait après lui avoir décrit un lieu, posé une atmosphère et établi la situation de son personnage. C'est un exercice auquel on peut se livrer face à une personne sans même qu'il y ait de structure de jeu de rôle, sans même qu'il y ait de dés, sans même qu'il y ait quoi que ce soit. Vous abordez une personne qui est un petit peu curieuse sur le sujet,
Et vous lui proposez la chose suivante. Vous lui dites, ok, en 5 minutes, je vais te montrer ce que c'est que le jeu de rôle. Parce que bon, ça t'intrigue un peu, tu comprends pas bien, mais plutôt que de te montrer une vidéo, plutôt que de te faire... Voilà, on va voir concrètement ce que c'est. Ça te prendra juste 5 minutes, et je pense pas que tu sois déçu. Là déjà, vous avez un petit peu l'attention de la personne. Vous dites tout simplement, dans un jeu de rôle, c'est très simple. Étant donné que c'est un jeu de l'imagination, on peut jouer énormément de choses. On peut jouer des vampires, des loups-garous, des elfes, des minotaures, des centaures, et même des poules. Là, logiquement, dans 95% des cas, la personne va vous répondre. Des poules? Comment ça? Eh ben oui, imagine. Le loquet vient de se fermer. La nuit est tombée. Tu entends les renards japper au loin. La clôture était ouverte aujourd'hui, mais le fermier n'a pas vu exactement que celle-ci était éventrée, permettant ainsi l'entrée de terribles prédateurs dans le lieu. Il est tard. Tu entends les jappements s'approcher, comme chaque nuit. Mais cette nuit, tu sais que tu n'es pas en sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Et juste avec ça, vous aurez placé une ambiance. Cette histoire-là, ou une autre, libre à vous. Mais l'idée étant de placer une ambiance, de faire comprendre que c'est à la personne de faire ses choix et que ses choix auront une implication. Et ça, typiquement, c'est un rôle qui se joue juste à l'oral, entre deux personnes. Je veux dire, j'écoute juste l'histoire de la poule qui est en train de se former, juste cela. Ça vous permet de créer un jeu de rôle. Et typiquement pour ce genre de jeu, pas besoin de règles. Et justement, au contraire, le but est qu'il n'y en ait pas. Maintenant, vous allez me dire, pour une initiation, certes, mais pour quelque chose de plus complexe, pour quelque chose de plus longue durée, pourquoi ne pas mettre de règles? Alors du coup, me direz-vous, pourquoi mettre des règles en fait, tout simplement? Alors d'un côté, ce qu'il faut se dire, c'est que les règles ont un côté assez rassurant en un sens. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que lorsque vous avez des règles, des choses bien définies, eh bien ça cadre. Et pour le joueur qui n'est pas trop en confiance vis-à-vis de soit la manière du MJ d'interpréter la chose, soit des autres joueurs qui pourraient peut-être un peu prendre le pas, eh bien ça permet de vraiment cadrer les choses. Et du coup, ça permet à ce que chaque joueur ait sa possibilité d'expression, qu'elle soit dans le cadre des règles justement. Il m'est arrivé souvent aussi le cas de joueurs qui me réclamaient des stats, alors que j'en avais pas spécialement l'intention de leur en mettre au départ. Des fois je leur en ai mis, des fois non, tout simplement. J'ai cherché à minimiser leur impact. Un autre gros avantage, et cette fois-ci tant côté MJ que côté joueur, c'est que ça permet de trancher sur certaines actions. Sur des actions que vous hésitez si elles sont réalisables ou non. Eh bien, faites-les jouer à un jet, faites-les jouer aux règles qui sont inscrites dans votre manuel, aux règles que vous avez consignées, aux règles que vous avez vous-même écrites. Justement, là on en vient aussi à un point négatif, ça tranche sur les actions. Et des fois aller à contre-courant des règles peut perturber des joueurs, on va pas se mentir. Mais on reviendra un peu plus sur ça après. Également, mettre des règles en place permet d'instaurer une certaine équité entre les différents joueurs. En effet, un joueur A va pas être désavantagé par rapport à un joueur B au niveau des règles, sauf si celles-ci sont mal équilibrées, bien évidemment. Mais dans le cas d'un système équilibré, tout le monde est soumis au même carcan, et donc du coup, indirectement, se retrouve traité de la même manière. Et aussi, également, on a une certaine forme d'équité également devant le hasard, si jamais il est inclus. Si jamais vous mettez des jets de dés, si jamais vous mettez des lancer de pièces, des choses comme ça pour déterminer si les actions vont réussir ou non, étant donné qu'il y a du hasard qui rentre en jeu, des probabilités, des stats, eh bien, tout simplement, c'est quelque chose d'équitable au niveau mathématique. Bien évidemment, dans la réalisation, il n'empêche qu'un joueur peut faire un certain nombre d'échecs critiques, par exemple, à la suite, tout comme un autre joueur peut faire un certain nombre de réussites critiques à la suite sans avoir un seul échec. Et dans ces moments-là, on se sent un peu frustré. Mais on est frustré non pas par le jeu en tant que tel, mais par bien les dés, l'événement aléatoire en tant que tel. On sait bien que derrière, il y a une forme de justice, et il arrivera un moment où ce sera à notre tour de faire les fameuses réussites critiques que l'autre joueur a fait.
Une autre raison de mettre des règles, c'est qu'il y a des joueurs qui adorent ça. Il y a des joueurs, en fait, dans le jeu de rôle, ils viennent très clairement pour le jeu, les stats, les fiches, tout ça. Si jamais vous ne mettez pas de règles à ce genre de joueurs, ils vont se désintéresser potentiellement. Ou bien sinon, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont ouverts à autre chose. C'est pas forcément qu'un joueur qui est règle à la base va pas passer règle plus lore au fur et à mesure de son parcours de joueur. Il peut être amené à changer. Ne les mettez jamais dans des cases définitives. Mais, généralement, un joueur qui aime les règles va se trouver très perturbé par un JDR sans règles. Un intermédiaire entre ces deux extrêmes, j'ai envie de dire, pourrait être d'avoir des règles, mais qui soient souples. Ce que j'entends par là, c'est que vous ayez un cadre, que vous le donniez aux joueurs, et qu'il soit assez permissif. Soit par des noms de statistiques qui soient assez vagues, donc que vous choisissiez comment est-ce que vous interprétez cela, soit en rajoutant des systèmes de bonus-malus suivant les situations, soit, encore, en usant de certaines petites techniques annexes, afin de rajouter des possibilités de vous sortir de certaines situations qui vous posent problème. Une des techniques que j'utilise le plus souvent, et que je vous invite au minimum à essayer un petit peu, c'est de faire des... si jamais vous avez des jets, par exemple, de faire des jets en cachet qui soient, au final, inutiles. Alors du coup, j'avance dans le couloir. D'accord. Je continue d'avancer, Ouais. et j'arrive à l'entrée de la salle. Ok. J'observe. Bah, tiens, fais-moi un jet d'observation. La salle est totalement calme. D'accord. Mais pourquoi tu fais des lancers comme ça? Et du coup, je sors de la salle. Parce qu'en fait, tout comme il me verrait, si jamais on était autour d'une table, derrière mon écran en train de marmonner et de faire des jets de dés, ça maintient l'idée qu'il se passe quelque chose. Bien aussi que les PNJ sont soumis aux mêmes règles qu'eux, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. D'un côté, ça me permet de maintenir des fois une certaine tension. Dans certains moments de vide, je lance un jet de dés et... qu'est-ce qui se passe? Regain d'intérêt. En fait, peut-être qu'il ne se passe rien. Peut-être qu'il se passe quelque chose. Peut-être que c'est la fin du monde. Aucun moyen pour eux de le savoir. Et très souvent, en fait, ce sont des jets qui ne servent à rien. De temps en temps, je fais certains jets tout de même qui servent à quelque chose pour ne pas les confronter dans l'idée que tous mes jets ne servent à rien. Et quant au sujet des PNJ, quand je leur fais faire des actions et que je leur fais faire des jets pour ces actions, quand même pas mal de fois, j'ignore les résultats. Certains me diront que ce n'est peut-être pas très honnête comme méthode, parce que ça veut dire que tout n'est pas soumis aux mêmes règles en soi. Sauf que je le fais toujours d'un côté à l'avantage des joueurs, je ne le fais jamais au désavantage des joueurs lorsque je trafique un jet, ça me permet de retirer ainsi une partie de l'aléatoire du jeu. Enfin, et là c'est quelque chose d'un petit peu... qui va vous paraître étrange que je cautionne, mais pourtant, mettre des règles, ça permet à certains d'avoir envie de les contourner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle pas de contourner totalement les règles en les ignorant, je parle simplement de petits écarts qui vont rester juste dans la limite de la chose, mais qui vont en sortir un petit peu quand même. Je m'explique en termes un peu plus clairs. Un joueur est à 16 en observation, il doit faire 16 ou moins, il fait 17, je n'ai pas sa fiche sous les yeux, il me dit qu'il a 17 en observation. Je lui compte donc le test comme réussi, mais même n'ayant pas la fiche sous les yeux, je sais très bien qu'il n'a pas 17 en réalité parce que je n'ai pas attribué ces scores-là à sa fiche. Mais pourtant, je laisse passer. Pourquoi? Plusieurs raisons et plusieurs conditions à cela. D'un côté, il faut que ça reste quand même quelque chose de ponctuel. Si jamais un joueur transgresse trop souvent les règles, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi mettre des règles, tout simplement? Et ça ne devient plus du tout équitable par rapport aux autres. Deuxièmement, ça peut permettre de faire passer tout simplement des actions qui ne passeraient pas autrement, mais des fois des actions qui n'impliquent pas beaucoup. Donc autre condition effectivement, que l'action n'ait pas un gros retentissement pour le personnage. Ça peut être un tout petit élément, quelque chose de très simple qu'il doit juste notifier dans le paysage, il fait un échec, considérer qu'il a fait une réussite, pour lui il a fait une réussite, que ce soit volontaire ou non, hein, le fait qu'il ait trafiqué sa valeur, et vous lui comptez la réussite, ça ne va pas impliquer grand chose.
va juste impliquer qu'il va y avoir un petit élément de décor sur lequel vous allez pouvoir rebondir sur votre histoire. Il va y avoir une petite décharge d'adrénaline parce que le joueur a transgressé les règles que vous avez mises en place, qui au final va générer une sorte d'émotion en lui. C'est ce qu'on veut au final dans le jeu de rôle. Après bien sûr, vous pouvez choisir d'être complètement ferme et définitif sur vos règles. C'est une autre manière de voir la chose. Personnellement, je préfère un petit peu plus de flexibilité, mais c'est une vision d'esprit. Bien évidemment, il faut quand même beaucoup de moments, il faut que les 3/4 du temps, voire plus, vous assuriez qu'ils suivent les règles. Parce que comme ça justement mettra ces petits extras en moment extraordinaire et pas en moment banal où c'est devenu une routine de contourner les règles du MJ. Le but ici n'est clairement pas de mettre un concours à celui qui va transgresser le plus de règles. Le but est beaucoup plus de générer une petite émotion, un petit frisson au moment où le joueur va transgresser la règle. Et non pas que ça devienne une habitude, juste qu'il ne procure plus rien. Alors, du coup, JDR avec règles ou JDR sans règles? Sans règles, ça veut dire quand même s'affranchir de pas mal de choses. Ça veut dire s'affranchir de certaines contraintes, mais ça veut aussi dire s'en mettre d'autres. Parce que, en effet, dans ce cas-là, il va falloir que vous réfléchissiez à la manière dont vous allez faire pour trancher les situations. Est-ce que vous allez considérer qu'un voleur va toujours réussir ses actions de crochetage? Mais si vous lui dites d'un seul coup qu'il y a une serrure qu'il ne peut pas crocheter, comment va-t-il réagir? Pourquoi cette serrure-ci? Certes, ça peut servir à mettre la puce à l'oreille à certains joueurs. Ça peut aussi sembler, dans ce cas justement du voleur qui crochette des serrures, qui crochette énormément de serrures, jusqu'à arriver à une serrure en particulier, qui ne se crochette pas, à lui dire il y a quelque chose d'intéressant derrière cette porte. Bien sûr, vous pouvez en jouer, c'est comme toujours. Il va falloir beaucoup, dans ce cas-là, jouer avec la manière dont vous allez parler des choses. Là où à l'inverse, avec des jets, étant donné que les jets peuvent aussi entrer en compte sur les réussites et les échecs, vous avez moins à décrire pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne tout simplement. C'est aussi sur ce même concept que j'ai voulu intégrer dans Origins ce que j'ai appelé les points d'héroïsme, qui sont en fait des points qui, lorsque vous les dépensez, vous offrent une réussite forcée, quel que soit le stat que vous fassiez à votre jet, le jet conditionnant juste le degré de réussite en tant que tel. Un très mauvais jet enchaînera une réussite faible, alors qu'un très bon jet enchaînera une réussite complètement héroïque, avec tout qui fonctionne, tout s'emboîte, tout va bien, tout se passe bien. Et le but étant justement de retirer un petit peu plus d'aléatoire du jeu. Certes, au niveau transposition dans le réel, ça n'a pas de sens. Mais, ce que je me dis à chaque fois, c'est que ça reste un jeu de rôle. C'est un jeu, à la base. Si jamais on est là dans la partie règles, parce que c'est le cas, eh bien, ça reste un jeu. Et donc, du coup, ça n'a pas à copier la réalité. Pour moi, je trouve que c'est une bonne manière d'intégrer un petit moyen pour les joueurs de contrôler un peu l'aléatoire, mais tout en restant très épisodique, car ils n'ont que 3 points d'héroïsme, et ceux-ci se régénèrent que très lentement. Si on choisit de mettre des règles, celles-ci peuvent s'avérer complexes ou relativement simples. Mais j'ai quelque chose à préciser au sujet des règles complexes. Tout d'abord, il me semble logique de dire que pour un novice, ça me paraît assez peu recommandé, parce que le novice n'a pas forcément envie de se coltiner l'intégralité des règles, en plus d'apprendre les races, les concepts de votre univers. Bref, si vous pouvez, évitez. Ok, du coup j'arrive et je vais t'attaquer à la tête. Je lance mon jet d'initiative. Ok, je fais le même. Ok, t'as l'initiative. Très bien. Alors du coup, j'utilise mon jet de précision pour viser la tête. C'est réussi. Et maintenant, j'utilise mon jet de force pour lancer mon attaque. Ouais. Ça passe. Ok. Donc va falloir aussi que tu me fasses ton jet de dégâts. Moi pendant ce temps-là, je vais faire mon test d'initiative sur l'esquive. 1 plus 3 de mon épée, je suis à 4. Ensuite, je vais faire mon test d'esquive. Mon test d'esquive réussi. Et donc du coup, comme j'ai mon test d'esquive qui a réussi et que j'avais préparé ma roulade, bah, je peux faire une roulade sur le côté. Et donc du coup, je peux, grâce à ceci, répliquer. Voilà. Donc du coup, je lance l'initiative sur la réplique. Je t'invite à faire de même.
Tu as une plus haute valeur en initiative parce que tu as ton bonus. Donc du coup, J'ai toujours l'initiative. Voilà. Ok. Alors du coup, je lance l'esquive. Attends. Pile poil. Ouais, effectivement. Donc du coup, je vais voir si, avec ma compétence, j'ai quand même réussi à toucher quelque chose. Et non. Du coup, je t'ai loupé. Je vais en lancer 10 pour elle, là, non? Bon, on dit que tu l'as tué. Ouais, on dit que tu es mort. Si maintenant vous tenez vraiment, et l'intégralité des autres joueurs tiennent vraiment à ça, discutez-en. Voyez même pour lui faire des initiations avant à ce nouveau joueur, pour qu'il n'y arrive pas à pas dans le monde du jeu de rôle. Mais l'idée est de ne pas rebuter avec un amas de règles trop important. Un des concepteurs de Donjons et Dragons, le fameux Gary Gygax, désolé si je le prononce mal, a déclaré un jour « Les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière l'écran du MJ ». Et ce, en réponse à la complexification des règles dans les jeux de rôle. Il déplorait que les règles soient au final si présentes. Et de nombreux débats sont allés un peu dans les deux sens. Mais mon but n'est pas de dire ici qui a raison ou qui a tort, étant donné que c'est un débat d'opinion et pas un débat de vérité. Bien évidemment, comme lors de toutes les chroniques rôlistes, cet avis n'implique que moi. Et si jamais j'ai froissé des personnes, je m'excuse de cela. Et je vous invite à venir en débattre avec moi dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette chronique vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur ce bouton si vous n'avez pas aimé la vidéo. Par contre, si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, mettre un commentaire. Le tout dans le but de faire un petit peu connaître ceci. Je vous souhaite une très bonne continuation dans le jeu de rôle, que vous soyez joueur ou MJ. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!